Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va donc être une update lecture des derniers romans que j'ai lus pour le mois de septembre et je vous propose qu'on démarre cette vidéo tout de suite. Le premier livre dont j'ai envie de vous parler, il s'agit du tome 2 donc de Assistant to the Villain qui est donc Apprentice to the Villain de Anna Nicole Maher, je ne sais pas comment ça se dit. Pour vous faire un résumé du premier tome, on y suivait donc une jeune fille qui s'appelle Evie Sage qui était en fait en quête d'un travail pour subvenir aux besoins de sa famille. Et un beau jour, en fait, elle va littéralement tomber sur le vilain qui est en fait le grand méchant de cet univers, qui s'apparente un petit peu à un univers de contes de fées. Et en fait, ce fameux vilain va, à travers une certaine situation, lui proposer un job. Le job donc de devenir son assistante. Et vous vous doutez bien que Evie va saisir cette opportunité et qu'elle va donc découvrir l'univers du vilain. Et vraiment, le premier tome était une petite pépite. C'était vraiment une très 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 bonne lecture. Je vous conseille absolument les yeux fermés cette saga parce que vous n'allez pas du tout le regretter. Et autant vous dire que ce tome 2 a été tout aussi bon, si ce n'est même meilleur que le premier tome, ce qui est quand même assez rare dans les duologies, enfin dans les trilogies, pardon, parce qu'il me semble que ce sera une trilogie. Généralement, les deuxièmes tomes, c'est voilà, celui qu'on aime un peu moins. Et en fait, dans celui-ci, eh ben, c'est tout l'inverse. Je crois que je l'ai même préféré au premier tome, tellement il y a de l'action, des rebondissements, beaucoup d'humour, une alchimie entre nos deux personnages, donc forcément il y a un petit peu une histoire d'amour, mais qui n'est pas le point central en fait de l'histoire. La quête principale de cette histoire, c'est vraiment la vengeance du vilain sur le roi de l'univers dans lequel les personnages évoluent. Et vraiment, j'ai tout aimé. En fait, les personnages sont hyper attachants. Evie, comme je vous l'avais déjà dit, c'est un rayon de soleil. Et là, en fait, justement, on voit que elle a déteint sur en fait, tous les disciples du vilain, qu'il y a une certaine harmonisation qui s'est créée suite à son arrivée. Même le vilain n'est pas insensible finalement au charme de Evie. Bon, forcément, je vous l'ai dit, il y a une petite romance, mais encore une fois, elle est amenée d'une manière tellement subtile que vraiment, même si vous n'êtes pas fan de romance, vous ne pourrez qu'adhérer à celle-ci parce que c'est mignon à souhait. Le vilain est un personnage assez gris. En fait, il est très nuancé parce que effectivement, c'est le vilain. Et en même temps, au contact de Sage, eh ben, il se ramollit légèrement, mais c'est fait de manière tellement naturelle que ça passe tout seul et que c'est vraiment un petit bonbon ce récit. Vraiment, je pourrais pas vous en dire plus, à part que si vous ne connaissez pas, si vous ne l'avez pas encore lu et qu'il est dans votre bibliothèque, mais qu'attendez-vous? Lisez cette duologie actuellement, enfin bon, vous avez compris, c'est une trilogie, mais il n'y a que les deux premiers tomes qui sont sortis. Lisez-la parce que vous allez absolument pas le regretter. Je trouve que c'est un roman qui mérite sa hype. C'était vraiment en fait un roman rafraîchissant. La plume est super fluide. En fait, les chapitres sont tellement courts qu'on lit ça mais de manière tellement rapide. Les personnages secondaires sont aussi attachants que les personnages principaux. En fait, il n'y a pas de défaut dans cette histoire. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. C'est un récit qui n'a pas de défaut, ou en tout cas, je ne peux pas être assez subjective pour les voir, mais je vous garantis juste que c'est actuellement la bonne période pour le lire, et j'ai tellement, mais tellement hâte d'avoir le tome 3 entre les mains. Ce sera pas pour tout de suite, mais vraiment, c'était un bijou. Alors maintenant, on va parler d'un univers beaucoup plus sombre. Là, pour le coup, on change totalement de registre. Mais encore une fois, ce fut une très bonne lecture. Pas un coup de cœur, mais vraiment, ça s'est joué à un chouïa. En fait, je sais même pas pourquoi c'est pas un coup de cœur. Vraiment. Parce que ce roman également avait tout pour plaire et il ne m'a absolument pas déçu. C'est quasiment 900, c'est un peu moins de 1000 pages, mais c'était 1000 pages de pur plaisir, tellement ce roman est une pépite. Et pareil, parfait pour la saison. Si vous ne l'avez pas encore lu, n'attendez plus. En plus, il est sorti en poche, le premier tome, donc vous n'avez aucune excuse pour redécouvrir L'Empire du Vampire de J. Christophe aux éditions de Saxu. Ah, vraiment. Alors, J. Christophe, j'avais déjà commencé sa première trilogie, Nevernight. Alors, j'avais lu le tome 1 que j'avais beaucoup apprécié, et puis le tome 2, je sais pas, j'ai décroché. Ne me demandez pas pourquoi. Alors que j'adorais l'ambiance, j'adorais le style de l'auteur, sa plume, les personnages, bref, tout. Tout était top, mais
Je pense que c'était parce que je commençais à être en espèce de panne de lecture et malheureusement, c'est tombé sur ce livre. Passons. Là, j'ai voulu retenter l'expérience avec ce récit et clairement, je ne le regrette pas parce que c'est une sacrée briquette. Mais alors, c'est 953 pages où vous n'allez absolument jamais vous ennuyer. C'est juste un récit dinguissime. Alors, comment vous résumer ce récit? Ce qu'il faut savoir, c'est que le soleil ne se lève plus depuis pas mal de décennies et ils ont appelé donc ce phénomène la mort du jour, ce qui a causé la prolifération de vampires, puisque forcément, s'il n'y a plus de soleil, les vampires peuvent sortir à n'importe quel moment de la journée. Et ils ont également donc décidé de faire la guerre aux humains. Et nous, dans tout ça, on va suivre Gabriel de Léon, qui est un saint d'argent. Alors, je ne vous en dirai pas plus sur qu'est-ce qu'un saint d'argent, il faudra lire le livre pour le découvrir, mais pour vous en dire quand même un petit peu plus, les saints d'argent appartiennent à une confrérie qui lutte donc contre les vampires grâce notamment à leur foi en Dieu. Et au début du récit, donc, on va découvrir Gabriel qui est pas dans la meilleure des postures, en sachant qu'il est fait prisonnier par la reine des vampires, qui a en fait dépêché un de ses conseillers pour qu'il puisse retranscrire l'histoire du légendaire Gabriel de Léon, à savoir que c'est actuellement le dernier saint d'argent. Et c'est comme ça donc qu'on va découvrir notamment le récit de Gabriel, de son enfance jusqu'à maintenant, découvrir donc qu'est-ce qui l'a poussé à devenir un saint d'argent, quelle quête il a mené, quelle bataille il a mené, mais surtout qu'est-ce qui a fait que à la fin, bon, il ne reste que lui, mais surtout comment a-t-il fait pour finir emprisonné. Et vraiment, c'est un récit dans lequel on est tout de suite plongé. J'avouerai que la plume de J. Christophe est déjà à la base particulière. Enfin, il a vraiment quelque chose avec sa plume, J. Christophe, que j'avais déjà pu découvrir avec Nevernight. Elle est percutante, c'est dur parfois, il y a beaucoup d'humour noir. Je pense que effectivement J. Christophe c'est un peu le roi de l'humour noir. En attendant, il y a un truc dans sa plume qui fait qu'on tourne les pages avec avidité, qu'on est tout de suite plongé dans le récit immersif que Gabriel va nous dépeindre de sa vie. C'est également un roman où il y a énormément d'action. C'est vrai que c'est quand même une belle briquette de 1000 pages, donc des fois on peut s'attendre à ce qu'il y ait des passages un petit peu plus longs et en fait absolument pas. Il se passe toujours quelque chose. Nos personnages n'ont jamais vraiment de moments où ils peuvent un peu respirer. Il y a toujours un complot, une trahison, des attaques, enfin bref. Toujours quelque chose pour vous tenir en haleine. J'ai adoré du coup justement passer du présent au passé, ce qui permet en fait de vraiment avoir la vision complète de l'univers. C'est un univers d'ailleurs qui est assez riche, assez sombre, notamment parce que faut dire ce qui est, comme il n'y a plus de soleil, il n'y a plus vraiment de saison, donc c'est un espèce d'hiver qui ne connaît jamais de fin. Ils ont froid, on ressent en fait à travers le récit justement l'atmosphère froide qui se dégage du bouquin parce que voilà, ils sont toujours bien emmitouflés, toujours à faire des feux de bois quand ils peuvent. Ils mangent toujours la même chose parce que forcément la biodiversité en a pris un coup, comme il n'y a plus de soleil. Ils picolent beaucoup pour se réchauffer. En même temps, vu toutes les horreurs qu'ils sont obligés de faire, de voir, tu m'étonnes qu'ils ont besoin d'une bonne bibine pour tenir le coup. Tous les personnages étaient vraiment bien construits. J'ai adoré le personnage de Gabriel. C'est l'anti-héros qu'on adore. Par définition, c'est le personnage qu'on a envie de détester, mais en fait qu'on arrive même à en détester, mais que dans le fond, on ne peut qu'aimer parce que le pauvre, il en a vu des vertes et des pas mûres. C'est un personnage en fait plein de nuances que j'ai adoré suivre du début à la fin, et pourtant les autres personnages secondaires ne sont pas en reste. Enfin vraiment, chaque personnage a donc sa propre histoire qui est utile au récit, mais c'est surtout que tous les personnages sont très intéressants et complètent vraiment l'univers qu'a su créer J. Christophe. Si vous ne l'avez pas lu, mais qu'attendez-vous, parce que vous allez être totalement plongé dans cet univers sombre, sanglant. C'était de la dark fantasy à un sacré level. Bon, après, je lis pas beaucoup de dark fantasy, j'avouerai, mais celui-ci, c'était vraiment une pépite. C'est pas un coup de cœur, mais presque. Il fera partie de mes meilleures lectures de cette année, ça c'est garanti. L'objet livre en plus est magnifique. Je vous l'ai pas montré, mais
il y a des illustrations en fait des personnages et j'ai trouvé que justement ça a amené un charme en plus à l'histoire parce que je ne sais pas qui a fait ces illustrations mais vraiment elle a su en fait donner vie aux personnages et à retranscrire en fait l'univers sombre et l'atmosphère en fait qui se dégage du livre, donc vraiment juste chapeau bas. Et alors je pense que là c'est la version brochée que je vous montre, mais l'objet livre de la version reliée doit juste être magnifique. Et voilà, je n'ai qu'une chose à vous dire. Qu'attendez-vous pour découvrir ce récit parce que vous n'allez absolument pas le regretter. Vous allez vraiment être happé du début à la fin par l'histoire de Gabriel, par sa quête, par voilà, sa foi qu'il avait en début d'histoire, qui va progressivement être ébranlé, notamment parce qu'il va, comme je l'ai dit, vivre des choses inhumaines et horribles, et pourtant il se relève toujours et il fait partie du coup des meilleurs sangs d'argent, ce qui fait en fait que c'est une légende. Et moi j'ai qu'une hâte, c'est de me procurer le tome 2. Et pour finir, je vous parle donc du premier tome de la saga Sans âme. Alors je ne sais plus comment s'appelle totalement cette saga, parce qu'il me semble qu'elle a un nom. C'est le protectorat de l'ombrelle. Voilà, donc le premier tome, Sans âme, une aventure d'Alexia Tarabotti de Gail Carriger. C'est un livre que j'avais très envie de découvrir. Alors ça fait déjà un sacré bout de temps qu'il est dans ma wishlist parce que à l'époque où j'étais beaucoup plus active sur Booktube, c'était voilà, un roman qui m'avait toujours fait envie parce qu'il y avait donc des vampires, des loups-garous. Bref, ça me rappelait vraiment la beat lit et moi c'est un genre que j'aime beaucoup. En tout cas, j'en lis beaucoup moins maintenant, mais c'était un genre que j'affectionnais énormément il y a quelques années de ça. Donc là, je me suis dit, une histoire de loup-garou qui prend place à l'époque de la reine Victoria, ça promet. Alors, de quoi va nous parler ce récit? Ici, on va donc suivre Alexia Tarabotti, qui est une paranaturelle. Les paranaturels, ce sont des personnes qui n'ont pas d'âme et qui en fait ont la faculté, lorsqu'elles sont en présence de créatures surnaturelles, d'annuler leur pouvoir. Ce qui est quand même un atout non négligeable, notamment parce que au début du récit, c'est grâce à son don que notre héroïne va en réchapper, puisque lors d'un bal, elle va se faire attaquer par un vampire et grâce à son don, elle va pouvoir neutraliser ses pouvoirs et lui régler son compte une bonne fois pour toutes. Sauf que cet événement ne va pas rester longtemps un secret, notamment parce que la reine Victoria, qui est au courant que les créatures surnaturelles existent, va vouloir connaître ce qui s'est réellement passé. Et pour ça, elle va missionner un de ses bras droits, qui n'est autre que Lord Macon. Un loup-garou irrésistible, avec un caractère, faut dire ce qui est, de cochon, qui fait sortir de nos gonds notre héroïne et qui, comme vous vous doutez bien, va amener voilà, une petite histoire romantique assez mordante. Et on va donc suivre toute cette histoire. Honnêtement, j'ai beaucoup apprécié ce récit. Alors, je pense que je ne l'ai pas autant apprécié à sa juste valeur, notamment parce que c'est un livre que j'ai un peu laissé traîner. Disons que c'était le livre que je prenais avec moi pour les transports quand je partais travailler, et donc du coup, je le lisais pas systématiquement tous les jours. Ce qui fait que j'étais dans l'histoire, mais pas autant ce que j'aurais pu. Donc c'est un livre que j'ai apprécié, mais il m'a quand même manqué un petit truc. Et je pense que c'est parce que je n'ai pas été aussi happée dans l'histoire que si je l'avais lu en fait en étant juste chez moi un week-end. Vous voyez le genre. Donc ça reste quand même un livre que j'ai beaucoup apprécié. Je dirais qu'une des choses qui m'a le plus plu dans cette histoire, c'est notre héroïne, parce que en fait elle détonne un petit peu dans le paysage, parce que bon bah elle est considérée comme étant une vieille fille parce qu'elle a 27-28 ans et qu'elle n'est toujours pas mariée. Elle n'est pas considérée comme étant une beauté si on en croit du coup les standards de l'époque. Elle est cultivée, elle est intelligente, elle a beaucoup de répartie, ce qui fait que c'est un peu voilà, le personnage riche en couleurs par rapport aux autres qui du coup se conforment au protocole et justement aux apparences, tout ça. Attention, il faut pas trop parler, il faut faire ci, il faut faire ça. Alors que pour le coup, Alexia, elle, bah voilà, en fait, elle sait qu'elle est un petit peu à part et elle en joue. Et j'ai vraiment trouvé que, surtout dans l'univers un peu victorien,
ça faisait un personnage voilà, haut en couleur, avec beaucoup de réparties, bref, un petit peu une bulle d'air frais dans ce monde d'apparence et assez british, assez coincé finalement. En plus de ça, les joutes verbales qu'elle a avec Lord Macon sont vraiment des petites pépites. Faut dire que voilà, il y a une espèce d'animosité entre les deux personnages, mais en fait, c'est une animosité un peu... c'est fin tout ça, parce qu'on se doute bien qu'en fait, ils s'aiment bien mutuellement, juste qu'ils savent pas trop comment le montrer, notamment parce que bah, à l'époque, voilà, c'était beaucoup de subtilité, on montrait pas trop ses sentiments. Lord Macon étant un loup-garou, il est assez brut de décoffrage et ben il sait pas trop y faire en termes de subtilité. Voilà, c'est un peu un gros bourrin, donc ils foncent tête baissée, ce qui est quand même assez scandaleux pour l'époque, notamment pour les mœurs à ce moment-là. Et du coup, cette animosité, comme je vous l'ai dit, et ben progressivement, on se rend compte que voilà, c'est plutôt du désir qui est en fait enfoui là-dedans, mais comme ils ne savent pas trop comment communiquer l'un et l'autre, eh bien ça se transforme un petit peu en joute verbale, et c'était vraiment bien amené de la part de l'auteur. Après, l'univers était aussi sympa, découvrir voilà, comment en fait les créatures naturelles se sont intégrées au monde des humains, comment en fait toutes les créatures naturelles arrivent à cohabiter, mais c'est surtout et comment elles ont réussi à avoir des postes quand même assez haut placés au niveau donc de la politique anglaise. J'ai aussi bien aimé l'intrigue de ce premier tome. Alors c'est vrai qu'elle se résout assez rapidement. Je ne sais pas si dans le tome 2 en fait ce sera autre chose qui sera mis en place, si chaque tome a son intrigue. Je suis assez curieuse de découvrir justement qu'est-ce qui va arriver au personnage dans le tome 2, notamment parce que dans la fin du premier tome, la reine en personne propose un job à notre héroïne. Donc je ne sais pas si il y aura quand même encore le fil conducteur du premier tome dans la suite, ou si chaque tome vraiment aura une intrigue en particulier. En attendant, ça reste quand même un roman que j'ai beaucoup apprécié pour ses personnages, pour son univers, pour l'humour, et donc je lirai avec plaisir le tome 2. Je vais également essayer de pas trop faire tarder cette saga, puisque c'est une série qui est complète depuis un petit moment, et je crois qu'il y a 4 tomes. Donc hâte de découvrir la suite de cette histoire. Et bien voilà concernant cette update lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me faire part de vos dernières lectures, qu'est-ce que vous avez lu de beau, ou à me partager vos avis si vous avez lu l'un des romans dont on a parlé aujourd'hui. Et sur ce, bah écoutez, je vous souhaite de très belles lectures et on se dit à très vite. Bye!